Voilà. Alors, la grande question qui se pose, c'est est-ce que l'homme est capable de créer par lui-même un rapport entre lui et les astres? Et en 86, j'avais envisagé cette possibilité, et aujourd'hui, je ne l'envisage plus. C'est-à-dire que je pense que l'homme n'est pas capable de produire de l'astrologie. Voilà. Il faut avoir une technologie beaucoup plus élaborée pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une capacité à programmer biologiquement les hommes, à programmer le système solaire, etc. Et une fois qu'on a toute cette biotechnologie, on peut faire quelque chose. Donc effectivement, vous m'avez dit qu'un tel pouvait créer sa propre astrologie. Je dirais que ça, ce n'est pas recevable dans ma démarche actuelle. Ce n'est pas du tout recevable. L'astrologie, paradoxalement, ne peut fonctionner que si elle n'est pas une création humaine. Que si elle est le résultat du... Parce que pour que la connexion entre les astres et l'homme puisse se faire, ça n'a rien de naturel, ça exige une technologie très très poussée, et donc croire que l'homme peut lui-même se structurer par son propre désir d'une manière ou d'une autre, c'est une lubie, c'est un leurre. Donc ça, je ne l'ai peut-être pas développé. Pourtant, c'est sous-entendu dans ma démarche, puisque pourquoi j'ai abandonné les idées que l'homme pouvait se programmer lui-même, parce que finalement, je me suis aperçu, et d'ailleurs c'est un peu ce que dit Lamarck, d'une certaine manière, que l'homme, sa capacité d'autostructuration est extrêmement limitée. Et qu'il n'y a pas de transmission de caractères acquis véritablement. Comment vous expliquez donc les théories d'auto-attribution de Geoffrey Dean, que les astrologues ne remarquent pas que l'astrologie ne fonctionne pas car ils se sont auto-attribués les traits de caractère que l'astrologie est censée donner. Mais il dit ce qu'il veut, Geoffrey Dean. Mais c'est bien qu'il y a... Si l'astrologie n'a pas de validité, mais que tout le monde est capable de se reconnaître dans son propre thème astral, les gens seraient capables de se structurer. Il y aurait un état auparavant qui ne correspondrait pas à ce thème, et il y aurait la révélation du thème qui ferait que soudainement les gens correspondraient à travers le temps de plus en plus à ce que leur thème dit d'eux. Oui, mais c'est comme on l'a dit, ça n'a rien à voir avec la réalité des rapports entre les hommes et les astres. C'est une fiction, c'est un artifice. Je peux effectivement me raconter des histoires, pourquoi pas, je peux raconter des contes de fées, etc. Et ça n'est pas du tout, ça ne va pas du tout à l'encontre de ce que je suis en train de dire. Le fait de raconter quelque chose sur les rapports entre moi et les astres, justement, et en ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si c'est une création humaine, c'est normal que ça ne tienne pas debout. Voilà, c'est exactement ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Pour moi, l'astrologie sans une théologie d'un Dieu créateur qui crée notre espace terre-ciel, c'est une impossibilité. C'est ça. Et c'est pourquoi, et c'est la raison pour laquelle l'astrologie aujourd'hui n'est pas recevable. Parce que cette idée d'un Dieu créateur n'est pas acceptée. Donc il y a un obstacle épistémologique au niveau théologique qui fait que, puisque les astrologues se sont aperçus que l'idée selon laquelle ce serait peut-être les dieux qui auraient créé ce système-là, puisque cette idée-là n'est pas acceptée, ils sont obligés de se rapporter à une autre théorie comme quoi les astres agissent sur nous directement. C'est par un échec au niveau théologique, par le fait que cette théologie... Et c'est pour ça que je dis, il faut débloquer le plan théologique pour pouvoir donner une fondation à l'astrologie. Parce que si je ne débloque pas le plan théologique et que j'essaie de trouver une solution par un autre biais, je me retrouve dans une impasse. C'est-à-dire que par la force des choses, je dis bon, d'accord, alors on ne va pas pouvoir mettre ça sur le compte des dieux, donc on va être obligé de mettre ça sur le compte de la nature. C'est le fameux conflit entre le père et le fils. Bon, alors, soit il y a une théologie de la nature, natura, et à ce moment-là, bon, tout peut
peut passer, puisque l'homme n'a rien fait dans ce sens-là. Ou alors, c'est une théologie du Fils qui est né, c'est là ce qu'on appelle la création dans la création, le Fils qui est né du Père, si on peut dire, et qui a lui-même aménagé notre monde. Et à ce moment-là, c'est comme ça. Et l'autre jour, je parlais du roman policier, on est toujours posé à cette question. On rencontre quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il est mort de mort naturelle ou est-ce qu'il a été tué? On retombe toujours dans cette dualité. C'est cette dualité qui est fondamentale. En fin de compte, aujourd'hui, faire de l'astrologie sérieusement, c'est admettre cette dualité. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est de l'ordre de la nature et une chose qui est de l'ordre de la culture, mais pas la culture des hommes, mais la culture des dieux. Bon, c'est une instance, il y a une instance intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ce sont les dieux qui sont créés, qui sont le résultat de la création originelle et qui ne sont ni réductibles aux hommes tels que nous sommes, ni réductibles aux dieux d'origine. C'est un tertius interveniens, comme dirait Kepler. C'est un troisième phénomène. Mais c'est vraiment gnostique comme théorie, quoi. Donc, l'idée qui ressort de cela, c'est que à partir du moment où je n'arrive pas à gérer la problématique théologique de ce personnage intermédiaire, je me retrouve obligé de gérer soit l'idée que c'est de l'ordre de la nature, soit que c'est l'humain lui-même qui l'a inventé. Et dans les deux cas, ça ne passe pas. C'est-à-dire que je ne peux pas prouver que le cosmos est fait pour s'intéresser aux hommes et à la société, et je ne peux pas prouver non plus que l'individu est capable lui-même de se connecter par sa propre volonté au cosmos. Donc finalement, il y a une voie médiane qu'il faut explorer parce que les autres voies sont des impasses. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est la nouvelle théorie. Donc c'est pour ça que je dis, on ne peut pas aujourd'hui régler le problème de l'astrologie si on n'a pas une réflexion théologique. Alors, ça fait partie des questions, on parlait tout à l'heure de questionnaire, effectivement. Si vous n'acceptez pas l'idée si vous êtes simplement écartelé entre la nature et l'individu, eh bien vous ne pouvez pas appréhender l'astrologie. L'astrologie, elle se trouve entre les deux, elle se trouve dans un état intermédiaire, et peut-être que nous, dans quelques siècles, on pourra nous-mêmes créer l'astrologie. On aura peut-être les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, nous en sommes incapables. Donc les exemples que vous donnez, on voit bien cette espèce de malaise. Soit on va dire, ah oui, on va discuter avec les astronomes, on va dire, mais si ça agit quand même sur nous, etc. Et d'ailleurs, Michel Gauquelin n'a pas résolu le problème. Michel Gauquelin, d'ailleurs, j'ai fait un bouquin là-dessus qui m'a créé des problèmes avec sa famille. J'ai dit, mais au fond, il trouve des résultats, mais il ne sait pas du tout les expliquer. C'est quel livre? Comment? Les personnalités planétaires? Oui. Il y a toute une postface que j'ai faite et qui n'a pas plu aux héritiers. Il ne peut pas expliquer son système. Il ne sait pas l'expliquer. Est-ce qu'il explique ça en disant les hommes se sont programmés eux-mêmes? Est-ce qu'il explique ça en disant c'est la nature qui a voulu que ce soit comme ça? Est-ce qu'il explique ça en disant que ce sont des dieux qui ont créé ça? Entre ces trois hypothèses, à ma connaissance, il n'y en a aucune qu'il a suggérée. C'est pas voilà. Donc, en ce qui concerne André Barbeau ou Nicolas, je crois que Nicolas, il serait plutôt en faveur d'une idée d'une nature qui est structurée. Le système solaire se structurerait, c'est structuré, et nous ferions que, voilà. Bon, donc c'est la nature qui se structure elle-même, ou bien c'est les gens qui se structurent socialement, et ces deux voies sont des voies que je rejette l'une comme l'autre, effectivement. Bon. Alors, revenons à notre questionnaire au départ. Quelles sont les questions, si on devait faire une enquête ethnologique, sociologique auprès des gens qui croient en l'astrologie, quelles seraient les questions qu'on leur poserait? Quels sont les présupposés intellectuels qu'on leur pose? Alors effectivement, tout à l'heure j'ironisais sur votre idée que c'est quelque chose qui ne marche pas parce que c'est trop humain. En réalité, je crois que vous avez raison de certaine manière. Sauf que vous n'avez pas comme alternative, bon, vous, si c'est trop humain,
ça renvoie forcément à la nature. C'est-à-dire que soit c'est la nature, soit c'est l'homme. Et si c'est l'homme qui le fait lui-même, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Et vous avez raison. Mais en même temps, vous me dites pourquoi pas un tel se construirait sa propre astrologie. C'est-à-dire que si l'homme construit son système astrologique, ce que je dis, c'est pas que ça fonctionnerait pas, c'est que ça fonctionnerait dans son modèle, mais à une échelle plus large, ce serait pas possible à prouver. On peut organiser en fait la manière dont on perçoit le monde selon une grille de lecture astrologique, et que cette grille soit efficace pour rassurer la psyché, mais que si on devient comme Geoffrey Dean, et qu'on essaie de le tester à grande échelle par des moyens statistiques scientifiques, on se rend compte de rien. On pourrait vous répondre, si on voulait suivre un avocat, on pourrait vous répondre que si la personne a élaboré une astrologie, elle peut aussi lui servir pour étudier les gens autour de lui, pas uniquement pour s'étudier lui-même. Oui. Donc de toute façon, bon. Alors on revient au même problème que je vous avais signalé tout à l'heure. Est-ce que, donc c'est une question que je pose comme ça, est-ce que on est en mesure, par avance, de refuser un système à cause d'un certain nombre de ses particularités, ses particularités au sens négatif du terme. Est-ce que quand un système offre des éléments d'incohérence, des éléments de mimétisme, des éléments d'emprunt, des éléments de mélange, est-ce que c'est une raison suffisante pour le refuser? Non, je ne pense pas. Moi je dis que tout à fait. En revanche, là où on a le droit de le faire, on a à dire, oui, je ne le refuse pas, mais je vais le décanter, mais je vais le réformer. Il ne s'agit pas, comme dirait d'ailleurs l'expression de Kepler, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Donc, effectivement, et j'ai l'impression que ça ne fait pas partie de votre vocabulaire, ça. Tout simplement, quelque chose qui ne va pas, avant de le mettre en pratique, il faut déjà que je le corrige, que je le purifie. C'est une question préalable. Donc je ne rejette pas, mais il faut que j'y vois clair et que je dise ça, je décortique ça, ça j'enlève ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, les éléments qui mélangés entre eux ne donnent rien, peut-être que chaque élément est valable. Chaque facteur est valable en lui-même, mais pas mélangé. Dans bien des cas, vous savez, il y a une formule en français qui dit le mieux est l'ennemi du bien. On a voulu en rajouter, et en rajoutant, ça ne tient plus debout. Donc, effectivement, la première chose à dire, voilà. Alors, est-ce que, quand vous avez quelque chose qui vous paraît suspect, problématique, un mélange, etc., quel est votre réflexe? Est-ce que votre réflexe, c'est de l'accepter quand même, de le rejeter, ou bien de le réformer et de le décanter? Voilà. On voit bien que la démarche critique est la meilleure. Et on revient sur la question du système de Ptolémée dans la Tétrabible. Quelque chose ne me plaît pas, mais je ne vais pas le rejeter pour autant. Je vais d'abord essayer de le corriger, de le restituer dans sa pureté originelle, si on peut dire. Parce que tout système, à un moment donné, il a une certaine cohérence de départ. Et on voit bien que cette cohérence, elle s'est perdue en route, dans ce cas-là. Donc je vais restituer cette cohérence. Ça ne veut pas dire forcément que parce que ça sera cohérent, ça sera valable. Ça sera certainement plus valable que si c'est incohérent. Donc la cohérence n'est pas une condition suffisante, c'est une condition nécessaire. Bon, alors donc déjà, il faut dire ça. S'il y a des choses qui vous gênent dans un système, dans un dispositif, par exemple, effectivement, à mon époque, il y avait beaucoup de choses dans le domaine de la théorie des domiciles et des inclinations, il y avait énormément de critiques. On disait comment ça se fait, c'est pas cohérent, c'est pas possible, etc. Et des gens comme Lisa Morpurgo, etc., ou d'autres comme moi, avons proposé à l'époque, je ne suis pas en train de valider ce que j'ai dit à l'époque, puisque à l'époque, on en était à l'idée qu'il fallait qu'il y ait 12 planètes pour 12 signes. Donc, voyez-vous, bon, parce qu'on comprenait. Donc, alors c'est ça qui est intéressant. Ce qui est amusant, c'est que quand on veut corriger le système, c'est déjà en soi un problème. Parce qu'on peut le corriger d'une manière qui
qui n'est pas satisfaisante. En disant ça ne tient pas debout, mais si on rajoute tel facteur, ça va tenir debout. Donc voyez-vous, donc finalement, ce que vous semblez ne pas avoir accepté, c'est l'idée de ce travail préalable de reconstitution du système, avant toute reconstitution préalable du système. Il faut déjà que j'ai pu proposer un système qui me convienne intellectuellement. On pourrait parler de cartésianisme. C'est une expression qu'a utilisée Saint Augustin dans son C'est-à-dire qu'il faut que déjà intellectuellement je sois satisfait. Ça n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire. Donc il faut que je corrige le système. Alors, donc effectivement, là on pourrait faire l'histoire de tous ceux qui ont cru corriger le système, que ce soit Admirement dans les années 30, ou Carteret, ou même Barbeau, puisque Barbeau, dans son traité de pratique d'astrologie, il avait intégré Proserpine et Vulcain, sous l'influence de son frère d'ailleurs, enfin peu importe. Donc, Hadès aussi d'ailleurs. Comment ? Hadès aussi parle de Proserpine et Vulcain. Voilà. Et puis les Allemands parlaient de XY, etc. Et Lasson aussi parlait de... Bon. Donc c'était des gens qui pensaient que, de toute façon, les gens qui ont mis Uranus, Neptune et Pluton, c'est des gens qui pensaient qu'il ne fallait pas garder le tétrabible comme il était. De toute façon. Mais là, c'est le cas, même les traditionnalistes pensent qu'il ne faut pas garder le tétrabible comme il était. Oui. Non, mais je veux dire, je suis en train de dire simplement qu'il y a tout un champ de gens qui s'imaginent pouvoir restaurer le système avant même de le mettre en pratique. Et ça me paraît très sain. Et puis il y a ceux qui disent, voilà, le système, peut-être qu'il est bien comme il est, et je le mets en pratique. Ça ne va pas. Mais ça, peut-être que c'est la position actuelle des gens qui viennent de l'astrologie, qui ne sont pas trop exigeants sur le plan intellectuel, ou qui sont plutôt pragmatiques, disons. Hein, on va voir ce que ça donne. Mais normalement, il y a un travail, avant même toute pratique, il y a par exemple, prenons le cas des textes anciens. Est-ce que je peux les utiliser tels quels ? Ou est-ce que je dois m'assurer qu'il n'y a pas quelque chose dans la transmission de ces textes qui a fait que ces textes sont plus valables ? Il y a un problème de transmission. Et par exemple, dans le cas de la tétrabible de Ptolémée, rien ne nous prouve, de toute façon, que le texte qui nous est parvenu était le texte d'origine, au niveau du système. Probablement pas. Justement, quelles sont les vicissitudes qu'un système a pu subir? Eh bien, par exemple, dans le cas de la tétrabible de Ptolémée, l'introduction de Saturne. C'est pas Ptolémée qui a introduit Saturne. J'ai pas encore bien lu Manilius, mais je suis sûr qu'on peut trouver Saturne dans Manilius. Dans Manilius, il y a les dieux, il n'y a pas les planètes. Donc de toute façon, Manilius ne cherche pas à relier les planètes avec les signes. Alors, relisez ça, vous verrez bien que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc il parle de noms de dieux. Oui, mais il n'y a pas que Manilius. Tous les Vétus Valens, il utilise Saturne. Il est de la même époque que Ptolémée. Et Vétus Valens cite ses sources. Il dit de qui il tient ça. Il tient de Néchetso et Pétosiris, de Asclépius et Hermès Trismégiste. Donc c'est bien que Saturne n'a pas... En tout cas, ce que vous dites que Saturne a été intégré par Ptolémée est faux. Ça existait déjà avant. J'ai pas dit qu'il avait... J'ai pas dit que Saturne n'existait pas. J'ai dit que le dispositif en question... De toute façon, la question n'est même pas là. La question, c'est même pas que... il y a une transmission qui se fait de toute manière. Et justement, là où on touche au problème, c'est que ce sont des choses qui sont beaucoup plus anciennes qu'on le croit et qui ont connu une histoire beaucoup plus ancienne. Donc effectivement, les documents que vous pouvez trouver sont tous peut-être des documents qui s'intéressent à Saturne en astrologie, mais à mon avis, au départ, c'était pas possible. Et ce dispositif-là le montre bien. Le dispositif, quand on enlève Saturne du système, on reconstitue un équilibre qui n'existe plus. C'est un problème de mathématiques. Vous parlez de mathématiques. On est dans la mathématique.
D'ailleurs, moi j'avais fait un bouquin qui s'appelle Mathématiques divinatoires. Bien sûr que quand vous regardez ce que j'ai écrit sur l'astrologie, c'est assez très compliqué. Donc il y a une structure mathématique. Cette structure mathématique, c'est un système qui est déformé, qui est déséquilibré, qui est bancal, qui ne tient pas. Et effectivement, il y a tout un ensemble de chercheurs qui essaient de le rééquilibrer. Bon. Alors, effectivement, moi j'insiste, je dis que le système a été déséquilibré par l'introduction de Saturne. Ça ne veut pas dire que cette Saturne n'existait pas. C'est qu'on a voulu l'introduire dans le champ de l'astrologie. Évidemment qu'il existait astronomiquement. Ça pose le problème des rapports entre astrologie et astronomie. Hein. Donc Ptolémée qui était astronome, et même si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre avant lui, peu importe, Ptolémée qui était astronome, il nous transmet un système qui a été perturbé par l'intégration d'un facteur qui était étranger au système. Là, je vous assure que c'est absolument incontestable ce point-là. Et d'ailleurs, de manière plus générale, je crois que je vous l'avais dit une fois, il est beaucoup plus facile de montrer l'incohérence d'un système que de montrer si quelque chose marche ou ne marche pas. Parce que nous sommes tous, par exemple, même un enfant de 8 ans, je lui expliquerai pourquoi ça a été déformé, il comprendrait. Par contre, si je lui dis il y a une prévision qui n'a pas été réalisée, etc., bon là, on ne sait plus. Nous avons une intelligence extrêmement mathématique, et donc qui nous sert, qui nous préserve d'ailleurs, qui nous protège contre justement, et qui nous protège contre quoi? Contre toutes les déformations, contre toutes les altérations. Parce que les altérations d'un système, on les perçoit. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur des systèmes qui étaient incohérents, etc. Même par exemple, moi je travaille beaucoup en linguistique, on voit bien qu'il y a des systèmes qui ont été perturbés, qui ont été... Donc, travailler sur des systèmes qui sont perturbés, eh bien vous voyez que le système est perturbé, eh bien vous le rétablissez. Et dans les années 70, c'était tout à fait convenu, ça. On pouvait rétablir le système, corriger le système. Alors, je ne dis pas que les solutions qui étaient proposées étaient valables, et je ne dis même pas que le système présente le moindre intérêt en soi. Je ne suis même pas en train de défendre que la théorie des domiciles est valable. C'est pas ça. C'est simplement qu'elle a été perturbée et qu'elle n'aurait même pas dû être acceptée. Mais si elle devait être acceptée, au moins qu'elle le soit. Parce que moi, quand j'ai fait en 76 mon clé pour l'astrologie, je pensais naïvement que j'avais reconstitué le système et que par conséquent, il fallait mieux que j'utilisais celui-ci que celui qui existait. Ça n'a pas spécialement interpellé les astrologues. On continue à travailler avec l'ancien système. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est que quels que soient les travaux qui ont été faits pour corriger le dispositif, alors à l'époque on travaillait sur les exaltations et les domiciles, c'était encore plus compliqué que ça, on n'a pas compris que c'était un seul et même système, bon, enfin peu importe. Mais ça ne faisait ni chaud ni froid. Aujourd'hui, en 2021, vous avez des gens qui vous disent, oui, Mercure en Vierge, domicile ceci, maître de ceci, etc. Ça ne change absolument rien. Donc effectivement, ils n'ont pas la démarche de dire, moi je refuse d'utiliser un système dont la cohérence m'échappe et plutôt dont l'incohérence me paraît évidente. Alors là aussi, voyez-vous, on est encore dans un ternaire. Soit je refuse, on parlait du ternaire au niveau théologique, et là, soit je refuse, soit j'accepte, soit je corrige. Et c'est toujours la troisième voie qui fait problème. Corriger. Corriger. Moi, je préfère dire, voilà, je refuse, je rejette. Et corriger, alors là, c'est trop compliqué pour moi. Je ne parle pas pour moi. Donc, voyez-vous, il y a toujours une troisième voie sur le plan théologique, sur le plan méthodologique, sur le plan critique, qui généralement n'est pas à explorer complètement. Mais je peux vous assurer que l'approche, donc tout ce qui concerne le projet Insight, on ne parler que de lui, ce sont des documents, parce que moi je sais que j'ai fait un article dans un congrès en 2001 sur Phoemicus Maternus et Ptolémée. Vous pouvez le trouver, en tout cas j'ai le bouquin, je vais le montrer. C'est ce congrès à Malaga. Donc, tout ce qui
tout ce qui est dans ces textes-là, dans ces traditions, à mon avis, c'est la grosse erreur de Robert Rand qui n'a pas du tout introduit d'approche critique. Il n'a jamais dit ces textes-là, il faut les réviser, il faut les corriger, il faut les rétablir, il faut les restaurer. Je ne suis pas pour Robert Rand, mais il me semble que parmi les trois fondateurs du projet Insight, le projet c'était bien de savoir ce que les textes anciens contenaient pour pouvoir ensuite s'en éloigner. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Le but n'était pas de dire on va traduire les textes anciens et les prendre mot à mot. C'est on va les traduire pour savoir ce qu'ils contenaient, voir s'il n'y a pas des choses qui n'ont pas été transmises. Oui, mais là vous avez un point aveugle. Mais il faut garder le point Non, critique. le point aveugle, c'est pas simplement de voir si ça marche ou ça marche pas. Le point aveugle, c'est déjà savoir si c'est cohérent. C'est le préalable de la cohérence. Et ça, généralement, on ne touche pas à ça. On prend ou on jette. Donc, on ne corrige pas. Voilà comment les gens fonctionnent généralement. Donc, est-ce qu'il a dit, voilà, chez Firmicus Maternus, ou chez Vettus Valens, ou chez Ptolémée, il y a des dispositifs qui sont transmis. Est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'en astrologie hindoue, par exemple, est-ce que le système des dasa, par exemple, est cohérent? Est-ce que numériquement, sa structure mathématique est cohérente ou pas? Vous savez que le système de libération zodiacale est très similaire au système des dasa hindous. Si en plus on voit qu'il y a une exportation de l'astrologie hellénistique vers l'Inde, oui, c'est bien que l'origine du système des dasa provient de la libération zodiacale. Oui, mais alors justement la question de savoir sous quelle forme il nous a été transmis. Est-ce qu'il est cohérent dans sa transmission? Après, les dasa, c'est complètement, ça reste après assez différent de... Non, mais je parle même de l'autre système dont il serait inspiré. La question, c'est de savoir quelle approche critique je peux avoir d'un document. Quelles questions je dois me poser? Où est-ce que je dois chercher là? C'est comme une enquête. Quelles questions je dois me poser? En disant, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui ferait quoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui me mettrait sur la piste de quelque chose qui aurait été antérieur et qui aurait été modifié, transformé, etc. C'est toute cette méthodologie-là critique qui manque cruellement au projet Insight, qui semblerait dire voilà, on va le prendre, on va prendre le projet, on va prendre le système tel quel, on va voir s'il est valable ou pas. C'est pas ça la démarche. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il faut voir si le système n'a pas été perturbé, n'a pas été altéré. Et je ne vais pas m'amuser à... C'est comme quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple de fruits. Vous avez un fruit pourri, vous n'allez pas vous amuser à le manger. Je vais le manger, on verra bien ce que ça donne. Les gens, ils sont pas complètement idiots. Si vous voyez qu'un produit... Alors, ils ont ce bon sens dans le domaine de l'alimentation, mais pas dans le domaine de l'alimentation intellectuelle. Donc au niveau de l'alimentation, s'ils voient qu'un truc est un petit peu pourri, il y a quelque chose qui semble faire qu'il est trop... on a trop attendu pour le faire marcher, ils disent je ne le mange pas. Ils ne vont pas dire je vais quand même le manger. Ou bien je vais le manger en rajoutant je ne sais pas quoi. Ouais. Eh bien, ce même bon sens dans le domaine de ce que nous mangeons, nous devons l'avoir aussi dans le domaine de ce que nous acceptons intellectuellement. Et justement, ça ne marche pas. Les gens sont capables de le faire au niveau alimentaire et pas au niveau intellectuel. Ils n'ont pas la même exigence, la même attention, la même vigilance au niveau intellectuel qu'au niveau de la nourriture. Ils ont gardé les bons réflexes au niveau alimentaire. Ils vont pas... une mère de famille ne va pas donner une banane pourrie à son gosse pour voir ce que ça va donner. Mais en revanche, elle va lui enseigner je ne sais quelle règle de grammaire bidon, sans faire attention, etc. Parce qu'elle se dit, bon, voilà. Voyez-vous, donc là, voyez-vous, on est encore une fois de tester. Il y a des comportements qui existent sur un certain plan et qui n'existent pas. Alors la question est de savoir pourquoi ne sommes-nous pas aussi exigeants sur le plan de ce que nous mangeons que de ce que nous écoutons, de ce que nous comprenons. Toute la question est là. Parce qu'apparemment, on voit tout de suite si la personne est malade, si ça la rend malade, et puis même nous avons un système de goût qui va faire qu'on va rejeter le produit, ou qu'on va créer une diarrhée, enfin il va y avoir des phénomènes naturels qui vont se produire, et sur le plan intellectuel, nous n'avons pas le même équipement apparemment.
Plus exactement, il n'y a qu'une élite qui a cet équipement. Il n'y a qu'une certaine élite qui est capable de dire, comme Copernic par exemple, voilà, ça ne tient pas, c'est utilisé depuis des siècles, mais ça ne tient pas. Bon, alors la question c'est, alors, donc les vrais chercheurs sont des gens qui ont cet instinct critique, qui sont capables de détecter que quelque chose ne va pas. Mais l'homme moyen, l'individu moyen n'en est pas capable. Il est capable de le faire au niveau alimentaire, au niveau corporel, au niveau physique, il n'est pas capable de le faire au niveau psychique et intellectuel. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire quelque part, mais maintenant je vous l'ai dit.